Bonjour. Bonjour. Oh là là. Bonjour. 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 Alors là, ça marche. Si, je vais le faire par écrit, moi. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. On a un petit peu d'avance, donc on va attendre encore quelques minutes le temps que tout le monde se connecte et 15 ensuite on heures, pourra oui. commencer. Ça vous va. Ah, j'aurais dû mettre Marie-Laure Mention, mais j'en attends 20. Oh. Bah non, on pouvait en mettre qu'un. Là où tout en jaune. Non, c'est pas ça. Donc, je vous propose qu'on commence tout doucement, puisqu'on a quand même un ordre du jour assez chargé. Donc, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour un nouveau webinaire qui sera dédié cette fois-ci aux pratiques innovantes des EMPP. On a choisi de ne pas avoir de thématique très précise, mais plutôt de pouvoir aborder plusieurs sujets qui seront présentés par les équipes pour justement essayer d'élargir un petit peu les échanges aujourd'hui. Donc, nous aurons trois présentations. Une première présentation du docteur Elisabetta Monfordini qui va nous parler des parcours de soins et d'hébergement pour les personnes à la rue qui présentent des troubles psychiatriques sévères, suivie d'une présentation de monsieur Nicolas, alors je suis désolée si j'écorche votre nom, mais Siegel ou Siegel, qui est éducateur spécialisé donc, de l'EMPP de Tuire et qui nous parlera de médiation animale, puis une intervention donc, de l'EMPP du CH Sainte-Marie qui abordera le sujet des prises en charge groupales. Comme d'habitude, je vous propose qu'on fasse les présentations à la suite, qui devraient durer à peu près 15 minutes chacune. Et ensuite, on conservera un temps d'échange à la fin du webinaire. Et n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans la conversation. Les supports vous seront envoyés à l'issue du webinaire, ainsi que l'enregistrement du webinaire qui est en cours. Donc, je ne sais pas si le docteur Elisabetta Monfardini est connecté. Oui, bonjour. Bonjour, je viens Bonjour. juste d'arriver. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous aviez un support ou si... Oui, j'ai un support Est-ce et que je peux vous pas. voulez le partager? Oui, je pense que c'est Voilà, je bon. vais partager. Je vérifie. Mais- Mhm. Je ne vois pas où est-ce qu'on le partage. Normalement, vous Voilà. avez un petit bouton avec marqué partager du contenu. Est-ce que c'est accessible? Ah non, je ne vois pas, justement. Ils sont pas actifs, en fait. C'est la question que j'ai posée à Marie tout à l'heure parce qu'on a le même souci, nous. On ne peut Alors, pas cliquer, attendez. en fait. Je vais Je pense que essayer. les droits sont verrouillés.
J'essaie juste, parce que c'est un format un petit peu différent des autres fois, donc je suis pas sûre que ce soit la même. Alors, j'ai pas l'impression que je puisse vous ouvrir les droits en fait. J'ai l'impression que c'est que les personnes qui vont Ah. qui animent. Est-ce qu'éventuellement vous pourriez m'envoyer votre support que je le partage et du coup idem pour l'autre équipe qui m'avait envoyé. Je vais essayer de trouver une autre solution, mais en attendant, Bonjour. bonjour. Vous m'entendez, ouais? Oui. Ok, très bien. Ça fait 40 minutes déjà que ça a commencé? Non, non, pas du tout. Ça fait 3 Ah, minutes. d'accord. D'accord, ok. Pas de panique. Ok. Donc, voyons si je vous l'envoyer. Désolée, on a des petits soucis techniques en attendant, mais ça devrait commencer très prochainement. Emma? Oui, Oui, bonjour, c'est Nicolas Chéjat de l'hôpital de Turin, là. oui, bonjour. Sujet de la- Bonjour. Juste pour vérifier que vous aviez bien mes documents aussi, parce que je ne sais pas comment on fait pour partager, en Oui, fait. oui, tout à fait. J'ai bien vos documents. Ok, super. Et autre question, est-ce que vous me voyez à l'écran ou pas? Parce que je suis pas sûr que la caméra fonctionne. Non, on ne vous voit pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne vous vois pas Bon, et bien, pour le moment. entendu, je pense que ça vient de l'ordinateur. Pas de problème. Est-ce que vous pourriez poster votre adresse Oui. email parce que je n'ai pas. Est-ce que éventuellement, le temps que vous m'envoyez votre... Ah pardon, il y a 2 C dans mon nom, Ah, je ne me voilà, trompe pas. Il y a 2 C, je me suis trompée. Est-ce que éventuellement, Monsieur Siguel, on pourrait commencer par votre présentation puisque j'ai votre support et ensuite, Docteur Monfardini, je vous donne la parole, comme Oui. ça on ne perd pas Très trop de bien. temps, si ça vous convient. Oui, alors, il n'y a pas de problème hein, pour moi. Je partage votre support et vous pourrez me dire quand est-ce que vous voulez que je passe les slides, si ça vous convient. Ok, Et hop, voilà. allez-y. Alors, bon, ben, bonjour à tous. Alors, désolé, vous voyez pas mon visage, mais je pense que la caméra ne fonctionne pas. En fait, il y a un ordinateur que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Voilà, et je pense que ça ne marche pas. Donc, je suis Nico. Vous m'entendez? C'est bon, je peux y aller? Oui, oui, allez-y, on vous entend très bien. Allez, super. Donc, je suis Nicolas Siegel, je suis éducateur à l'ENTP de l'hôpital de Tuire à Perpignan. Enfin, Tuire, c'est un petit village à côté de Perpignan, dans le 66. Voilà, donc c'est une vieille ENPP qui a été créée en 98. Et donc, moi, je suis éduque dans cette équipe depuis maintenant, c'est la 4e année. Voilà, une équipe où il y a 4 infirmiers, un médecin psychiatre qui est là 2 jours. Et puis, on héberge aussi avec nous l'assistante sociale de la passe psy et 2 personnes du M9, de la mesure 9. Voilà, tout le monde est hébergé dans les mêmes locaux. Voilà, donc Isabelle, donc la coordinatrice de la région, m'avait proposé en fait de présenter la médiation animale qu'on utilise nous sur à l'EMTP, parce que déjà j'avais fait une présentation au niveau régional à Béziers quand on en direct, en réel quoi, disons, pas en vidéo, sur comment est-ce qu'on travaille. Comment est-ce que moi je travaille avec avec mes chiens, avec les personnes qu'on rencontre à l'UNTP. Voilà, vous pouvez changer la diapo. Donc en un quart d'heure, ça va être, je vais essayer d'aller ultra vite, mais bon, il y aurait pas mal de choses à dire. Voilà, donc effectivement, la zoothérapie ou la médiation animale, c'est pas récent, ça existe depuis très 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 longtemps. Simplement en ce moment c'est un peu le vent en poupe et on la voit un petit peu partout. Dernièrement j'ai vu que même dans les écoles maintenant les chiens arrivent à rentrer, les tribunaux en termes de protection de l'enfance, certains tribunaux utilisent aussi l'animal comme médiateur. Enfin voilà, donc là c'était une petite historique de la zoothérapie, simplement pour dire que ça existe dans les hôpitaux psychiatriques, en tout cas depuis le XVIIIe siècle, ou à l'époque dans les asiles,
ce qu'on appelait asile, en tout cas les personnes qui étaient enfermées, qui avaient accès aux pigeons qui venaient sur les bords de fenêtres ou aux rats qui circulaient, en fait, on se rendait compte qu'en prenant soin de ces animaux, le prendre soin des animaux qui étaient avec eux leur faisait énormément de bien. Et puis ensuite, il y a eu la guerre, on a mis des chiens dans les hôpitaux pendant la Première Guerre mondiale. Et ensuite, au niveau du soin, voilà, il y a Levinson, un pédopsychiatre, qui lui avait un chien en consultation et qui rencontrait un jeune qui s'appelait Johnny, 7 ans, qui était autiste. Et en fait, il n'arrivait pas à rentrer en concordance avec lui, ils n'arrivaient pas à se rencontrer en fait au niveau thérapeutique. Et puis en fait, il a suffi qu'un jour le chien soit là dans son cabinet pour que l'enfant se préoccupe de l'animal, et à travers l'animal, le fait même de se préoccuper de l'animal, il a pu enfin se livrer, et la rencontre a pu se faire. Voilà, ensuite il y a eu plein d'autres exemples, et puis il y en a un qui est beau, en 86, en tout cas que moi j'aime beaucoup, voilà, aux États-Unis, dans le Montana, en fait, il y avait les Mustangs, donc les chevaux, les Mustangs, il y a eu une grosse, comment dire, il y avait beaucoup de Mustangs, en fait, de chevaux sauvages qui étaient éparpillés un petit peu partout, donc dans l'État du Montana, et l'État, en fait, a décidé d'utiliser donc les personnes qui étaient en prison pour aller chercher ces chevaux et les dresser et les ramener, en fait. Et en fait, le fait même d'aller donc avec les prisonniers, de permettre à ces prisonniers de rentrer en contact avec les chevaux et d'aller les chercher au contact de la nature, de les ramener, ils se sont rendus compte qu'en fait, ces prisonniers-là, en fait, ils n'ont jamais repris la route de la prison, ils sont restés, donc ils ont monté les ranchs et ils sont restés avec les animaux parce qu'ils se sont découverts une passion, un partage avec eux et des qualités qui ne soupçonnaient pas. Et en même temps, ça a permis à l'État d'éviter en fait une hémorragie en fait des Mustangs au niveau de l'État. Voilà, et puis en 2005, la zoothérapie laisse la place à l'appellation de médiation animale en France. Ça veut dire simplement que les termes ont changé. Tout simplement parce qu'en fait, en France, on considère que ce n'est pas l'animal qui est thérapeute, mais c'est la personne qui est thérapeute et qui utilise tout simplement en fait l'animal comme outil de médiation, donc outil pour aller à la rencontre d'eux. Voilà, vous pouvez changer la diapo. Donc voilà, médiation qui sert d'intermédiaire entre deux personnes. Donc nous, on utilise principalement le MPP, l'idée de médiation. Donc c'est avec le chien parce qu'on peut travailler avec n'importe quel animal. Hein. On peut travailler avec des tortues, avec des chiens, des cochons d'Inde, enfin voilà, peu importe. Hein. C'est simplement l'idée de faciliter la rencontre et de faire parler les gens. Voilà, c'est un prétexte à la rencontre et au faire parler. Plutôt ce qui est du côté du thérapeutique, voilà, ça sera plutôt la modification de l'expérience relationnelle, c'est-à-dire déstigmatiser l'idée de la psychiatrie. Déstigmatiser l'idée de la psychiatrie auprès des personnes qui ont déjà rencontré en fait la psychiatrie, qui ont déjà rencontré la psychiatrie dans leur parcours de vie ou dans leur parcours de vie. Et puis et leur permettre donc la réémergence des affects positifs dans le sens où en fait la rencontre avec l'animal va faire émerger un sentiment de bien-être s'ils acceptent effectivement la présence de l'animal. Voilà, on peut changer la diapo. Bon, il faut aller vite, c'est dur de ne pas développer, mais alors là je vous présente Samy en fait. Samy, donc c'est un des chiens que j'utilise. Moi j'utilise 2 chiens, donc le premier chien c'est Samy. Samy, c'est un bâtard, c'est un mélange entre j'ai perdu le nom, un Saint-Hubert et un Bruno du Jura. Voilà. Donc c'est un chien de chasse, c'est un chien de meute qui n'écoute absolument rien du tout, qui en fait qu'à sa tête, mais il a pour qualité en fait comme il n'écoute rien, on peut quand même utiliser Samy pour les personnes qui ont du mal à se positionner et qui ont besoin de s'affirmer. C'est-à-dire que lorsque je l'utilise, en fait, c'est dans l'idée que les personnes puissent se réaffirmer, puissent tenir Samy en laisse, alors avec différents exercices.
travailler le rappel, etc., pour que ces personnes-là puissent prendre conscience aussi, en fait, des qualités qu'elles ont. J'ai le souvenir d'une dame, par exemple, qui vivait en CHRS et avec qui j'avais travaillé, avec Samy. Et en fait, cette dame n'arrivait pas à dire non, elle se faisait complètement envahir en fait par les personnes du CHRS, et t'as pas de balle pour ceci, t'as pas de balle pour cela, et paye-moi un café, etc. Et avec Samy, en fait, on avait réussi à travailler la question du non, ce qui, en revenant en fait dans le foyer, lui a permis d'arrêter en fait de se faire, disons, exploiter par le reste des résidents. Voilà, l'autre photo, s'il vous plaît, voilà. Et ça, c'est le deuxième chien, c'est Loup. Donc, rien à voir, en fait. Loup, c'est une chienne qui est très sociable, très gentille, qui obéit. Et avec elle, on va plutôt travailler tout ce qui est de l'ordre de l'affect, du câlinage, du brossage, du prendre soin. Voilà. Et donc, c'est deux chiens à tempérament différents. Moi, ce qui me permet, en fait, en fonction des personnes qu'on rencontre et en fonction de ce qu'on a envie de travailler, de pouvoir voilà, axer sur les différents axes, enfin, les différents aspects et les qualités des chiens. Voilà, vous pouvez changer. Alors, comment c'est arrivé? Alors, tout simplement, alors moi, je suis éducateur spécialisé. Avant d'arriver à l'UNPP, je travaillais dans la protection de l'enfance et je travaillais en AEMO, action éducative en milieu ouvert. Donc ce sont en fait, on intervient auprès des familles là où il y a des suspicions d'enfants en danger, et donc on intervient sous mandat judiciaire. Et donc, au bout de 8 ans que je travaillais donc en AMO, je sentais qu'il y avait des limites, en fait, non seulement du fait du mandat, c'est-à-dire arriver en disant, bah, voilà, ce qui m'impose chez nous, c'est le mandat, mais qu'il y avait des limites aussi au niveau de la rencontre, parce que parfois, il y a des familles qui sont fermées à la rencontre, qui sont fermées dans l'idée de parler d'elles-mêmes. Et puis, je me suis vite rendu compte qu'en parlant des animaux, en fait, des animaux des familles, hein, du chat qui est là, de la tortue, ou voilà, du chien qui est dans la maison, ou les photos sur la cheminée, en fait, en déviant les conversations, en utilisant un tiers, en fait, ça nous permettait de prendre un peu plus de place dans l'accompagnement des familles. Et donc, je me suis dit, eh ben, tiens, pourquoi pas travailler avec les chiens. Et puis, entre-temps, je suis parti de la protection de l'enfance et j'ai intégré le MPP, et donc j'utilise maintenant les chiens à l'UNPP. Après, donc l'équipe aujourd'hui, elles sont saisies à diverses occasions. Donc soit ce sont des projets qu'on travaille en équipe en disant, ben, tiens là, Nico, ça serait bien que cette dame, tu puisses la rencontrer avec tel ou tel chien, parce que cette dame ou ce monsieur d'ailleurs, parce que ben on n'arrive pas trop à savoir, enfin c'est pas quelqu'un qui se livre, ou alors c'est quelqu'un qui a du mal à venir, et donc du fait même de l'animal, ça va permettre aussi aux personnes de se sentir mieux accueillies. Ou alors, par exemple, dernièrement, j'ai un de mes collègues, un infirmier, qui a rencontré une jeune fille donc, dans nos locaux, en consultation, infirmière, et il m'a demandé de laisser le chien, en fait, de laisser la chienne, voilà, juste dans le bureau. Et c'est vrai que de la présence de la chienne, en fait, la personne s'est sentie beaucoup moins anxieuse à la rencontre. C'était déconstruire en fait toute l'image qu'elle avait des bureaux en psychiatrie, et la présence de l'animal, ça lui a permis de s'installer réellement en fait dans le bureau, et physiquement et psychiquement. Et d'ailleurs, ce qui a été très étonnant, c'est que ce qui nous a permis de voir, c'est que quand elle est revenue, en fait, cette dame, il n'y avait plus le chien, et elle n'avait Dieu, et elle ne pensait qu'à la chienne. Et donc nous, ça nous a permis de pouvoir, comment dire, de pouvoir constater en fait qu'il y avait des troubles au niveau de l'attachement chez cette personne, parce que la chienne n'avait vu qu'une seule fois, et ce constat-là nous a permis aussi d'avoir un autre regard sur elle, et donc notre accompagnement. Parce que vraiment l'attachement était vraiment particulier, elle s'est mise à pleurer parce que la chienne n'était pas là, enfin voilà, ça a été une drôle d'expérience pour nous tous. Voilà, vous pouvez changer. J'espère que je suis dans les temps, j'ai pas du tout regardé l'heure. Oui, oui, c'est parfait, merci. Ok, là c'est une série de photos. Donc là c'est Samy, hein, toujours donc avec une personne maintenant qui est en CHRS, mais avec qui
avec qui on travaillait, enfin avec qui en tout cas moi j'ai travaillé assez longtemps. Vous pouvez tourner, là il va y avoir une série de photos, voilà. Donc ça c'est une photo, c'était simplement pour me rappeler une histoire en fait à vous raconter, c'est donc vous pouvez tourner encore. En fait là on avait été sollicité pour aller chercher une dame dans la montagne, une dame complètement isolée, qui vit seule dans la montagne. Alors, c'est pas une enfant sauvage, hein, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas se débrouiller seule dans les montagnes, mais c'est, disons, une SDF des bois, quoi. C'est-à-dire qu'elle est là et elle utilise en fait les ressources qu'il y a, donc les ressources en termes de maisons. Elle rentre dans les maisons secondaires, elle casse les carreaux et elle squatte dans les maisons. Elle utilise, voilà, toute l'alimentation, les télévisions, l'électricité, tout ce qu'il y a dans les maisons. Le problème, c'est que donc là, on est dans une vallée dans les Pyrénées-Orientales, une vallée où il y a beaucoup de résidences secondaires. Et le problème, c'est que dans ce petit village, en fait, les habitants du village se sont plaints auprès de la mairie en disant, bon, ben, on nous casse nos maisons, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc nous, on nous avait demandé d'aller la chercher. Et avec Samy, donc on est parti avec Samy, parce que je te donne des troubles là, quand même. Et donc avec Samy, eh ben, on a fini par la trouver. Et alors ce qui est très étonnant, c'est que donc Samy a trouvé, alors lui, je ne sais pas comment il fait, mais en tout cas il avait trouvé sa cabane, hein, c'est-à-dire elle vivait à l'époque dans une cabane de vignerons. Et donc Samy a trouvé la cabane, on s'est installé là, c'est la photo que vous avez vue avant. Et puis de là, on est parti sur les chemins, on a randonné, et puis on a vu quelque chose, une bâche bouger dans un champ, et là on a crié son prénom, et puis la dame est sortie de sous la bâche, et elle nous a fait ouh, enfin voilà, il n'y avait aucune animosité, aucune distance, et quand on s'est rapproché, la première, disons, personne, en tout cas la première chose qu'elle a fait, c'est se rapprocher du chien. Elle n'a pas du tout de crainte de l'animal, elle s'est rapprochée du chien. Et donc, on lui a présenté Samy avant même de se présenter nous. Et puis, comme ça, hop, on a pu entamer la conversation. Et puis, on est remonté au village, voilà, sur les chemins, on est remonté au village. On a marché au moins 3/4 d'heure pour arriver jusqu'au village. Hein. Et tout le long du village, Samy est resté avec nous. Et ce qui est très rigolo, c'est que quand on est retourné, 10 jours après, quand on est retourné la voir, sa première question, c'était « Comment va Samy ?» Avant même de nous demander qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous êtes là, voilà. Elle nous a totalement identifié à Samy, ou Samy ça a totalement été identifié à nous, ça c'est vous qui voyez, mais et nous, ça nous permet en fait de parler de Samy, et à travers Samy, on peut parler de l'alimentation, on peut parler du froid, t'as vu, il tremble, c'est qu'il fait froid maintenant, et toi, est-ce que tu as froid, je vois que tu n'as pas de chaussures, est-ce que tu as besoin de chaussures, etc., etc. Voilà, c'est une aide, c'est un catalyseur, en fait, vraiment, ça accélère la relation, en tout cas, pour les personnes qui ne sont pas craintives, effectivement, des animaux. Voilà, on peut avancer, si vous voulez. Donc, ben voilà, donc ça, c'est les effets sur les patients, ce sont les effets, en fait, qui sont relevés dans le cadre, donc, de la médiation animale, dans les formations. Donc, moi, j'ai fait une formation, disons, accélérée, c'était une formation sur 15 jours complets, hein, c'est-à-dire je suis parti pendant 15 jours à côté de Grenoble, l'Institut français de la zoothérapie, l'IFZ, qui en fait propose une qualification. Donc moi j'ai pu le faire avec mon CPF. Et donc pendant 15 jours, on est au contact des animaux et là, ils nous parlent de la médiation et tous les outils qu'on peut utiliser avec les ânes, les lapins, enfin, donc, ce qui a été constaté, donc, c'est une réduction du stress et de l'anxiété, voilà, l'amélioration des effets négatifs, de la schizophrénie et la dépression. Alors, la dépression, par exemple, je réfléchissais tout à l'heure, mais par exemple, la dépression, j'ai le souvenir d'une dame qui vivait en CHRS avec qui on avait travaillé avec Samy, ben, la même dame, justement, sur laquelle on avait travaillé la question du nom. Et donc un jour, elle me dit, voilà, comment va Samy, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, et puis c'était Noël, et je lui dis, écoute, si tu veux, je peux t'amener, voilà, pour que tu le vois. Et donc le lendemain, je reviens en fait au CHRS, au foyer, avec le chien. Et en fait, ce jour-là, je lui avais mis un harnais, Samy, et Samy, c'est un chien que j'utilise moi pour
faire du canitrail en fait, pour courir avec le chien. Donc c'est un chien de traction en fait qui peut me tirer pour faire du sport. Et donc dès qu'on le met au harnais, bon il écoute rien, mais il a bien compris une chose, c'est bien les ordres en fait de traction. Donc ça il a bien compris. Et donc cette dame à l'époque était en fauteuil roulant. Et donc je lui dis bah, écoute viens on va faire un petit tour. Et donc on sort de l'hôpital, je lui donne la laisse. Je lui dis tiens regarde est-ce que tu arrives à le tenir, et en fait elle me dit oui, et donc là il était au collier, et puis voilà, alors elle était contente parce que ça me tirait un peu, et puis finalement je lui accroche au harnais, et là ça a mis en lui donnant les ordres de traction, il part au galop, donc en courant en tout cas pour tirer la chaise. Et donc madame elle était sur la chaise roulante, moi je courais derrière la chaise pour tenir madame sur la chaise, et au final on a fait le tour de l'hôpital via la piste cyclable, et cette dame je ne l'ai jamais vue rire autant. Elle rigolait. Moi ça m'a laissé un souvenir impérissable où vraiment elle était contente, alors que c'est vrai qu'elle présentait des troubles, elle présentait vraiment comment dire, une tristesse voilà, de son quotidien. Et là, pendant une heure, voilà. Et puis je crois qu'elle continue de m'en parler parce que c'était vraiment une heure formidable pour elle, en tout cas du partage avec le chien, et puis le fait de se laisser tirer comme ça, c'était un chouette moment. Voilà, donc le catalyseur, en tout cas la communication, c'est ce qu'on a dit, hein, pour accélérer les gains. La diminution des appréhensions initiales à la rencontre, donc ça c'est par exemple, parfois Loup elle est là lorsqu'il y a des consultations médicales avec les médecins, donc dans notre MPP, parfois Loup peut être là, et donc elle permet en fait de faire baisser toutes ces appréhensions qu'il y a à la rencontre avec le médecin ou à l'annonce de certaines choses, et donc du fait même que Loup soit là, tout de suite on passe à autre chose, quoi. Voilà, on s'occupe du chien, on fait des caresses, et donc on va pas, les personnes ne focalisent pas en fait sur l'idée même de leur rencontre. Évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc là on déconstruit l'image de la psychiatrie, c'est-à-dire que comment un animal peut être dans un milieu hospitalier, et donc là ça vient faire parler. Et puis voilà, le chien n'est pas jugeant, ça c'est-à-dire qu'avec les personnes qu'on peut rencontrer qui sont parfois voilà, qui présentent des odeurs fortes, ou voilà, qui sont très avec des habits très sales, etc. Être au contact de l'animal, ça leur pose pas de soucis, puis surtout elles peuvent les prendre dans les bras, parce que de toute façon le chien ne va pas les juger là-dessus, et donc à partir de là, elles se sentent beaucoup plus appréciées et beaucoup plus considérées. Voilà, en tout cas. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Alors, les effets sur l'équipe, bon c'est vrai qu'avoir un chien dans des bureaux, c'est un peu atypique, et donc ça fait du bien à l'équipe, hein. Le chien, quand il arrive le matin, c'est bonjour le chien, avant même qu'on me dise bonjour à moi. Voilà, c'est tout un rituel pour le chien qui cherche sa gamelle, qui traîne dans les bureaux. C'est atypique aussi auprès des partenaires, parce que c'est vrai que en tout cas, moi, ça m'est arrivé de faire des maraudes avec le chien, et donc, voilà, les partenaires, pour eux, c'est toujours un moment, c'est un peu épique, voilà, ça crée de la bonne humeur, on parle souvent du chien, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parler du chien, c'est parler de soi et parler des autres, en fait, hein. Voilà, on peut avancer. Donc là, c'est encore une photo, voilà, d'une promenade. Donc c'est aussi, ça c'est important de le dire, c'est aussi pour les personnes donc, qui sont immobiles, hein, qui sont asphaltées, c'est aussi permettre ces promenades, c'est une remise aussi en marche du corps. Voilà, c'est remettre en place le mouvement auprès des personnes, c'est la découverte de l'environnement, c'est-à-dire souvent on va à l'extérieur de la ville, donc c'est voilà, c'est toute une découverte, c'est toute une remise en marche en fait, dans tous les sens du terme. Voilà. Donc ça, c'est un peu les limites du travail. Donc effectivement, travailler avec un animal dans les hôpitaux, pour un hôpital, ça sous-entend pas mal de procédures d'hygiène. Donc
Là, concernant mes amis, enfin, mes chiens, en tout cas, ils ont le pack complet au niveau des vaccins. C'est ce qui avait été demandé par la direction des soins, c'est-à-dire qu'ils soient vaccinés de tout ce qui peut être vacciné. Il y a tout aussi des procédures d'hygiène, c'est-à-dire laver les chiens, leur laver les dents, etc. etc. Bon, on ne peut pas dire que je le fais régulièrement. Et puis, effectivement, c'est une résistance au changement parce que tout ce qui est un petit peu nouveau, parfois, pour des grosses institutions, c'est un peu compliqué. Alors, tout dépend des personnes sur qui on tombe. Il y a des personnes qui vont valider les projets innovants et puis il y a des personnes pour qui ça va être plus compliqué parce que cette résistance au changement, c'est aussi accepter qu'on travaille différemment et qu'on travaille de manière différenciée et avec des personnes différentes. Voilà, les limites aussi, là ce qu'on remarque c'est donc avec les personnes, les migrants, c'est-à-dire que les chiens, ils ont d'autres représentations des chiens. Les chiens, c'est souvent des chiens qu'ils ont rencontrés dans leur parcours, qui sont soit des chiens abandonnés, soit des chiens de police, donc des chiens agressifs. Donc avec ces personnes-là, c'est rare qu'on nous fasse la demande pour travailler avec les chiens. Ensuite, bon, les SDF qui ont déjà des chiens, eux, bon, ils fusionnaient, échanger au niveau des pratiques. Ça m'est arrivé quand même de rencontrer une personne qui était SDF et qui était auparavant éducateur canin. Et donc, comment dire, on a travaillé ensemble, on a essayé de travailler au niveau du dressage de famille, mais ça n'a pas marché, mais en tout cas, on a revalorisé en fait les aptitudes professionnelles de cette personne-là parce qu'elle avait complètement oublié. Et donc pendant 2-3 séances, le fait du travail avec Samy, ça a permis à cette personne de se remettre dans une position valorisante dans le sens où elle retrouvait ses réflexes d'antan, elle retrouvait ses facultés, toutes ses qualités professionnelles, et qui lui a fait beaucoup de bien. Et notamment, ça lui a permis d'estimer qu'elle pouvait faire autre chose et qu'elle pouvait reprendre aussi de la formation. Et voilà. Ensuite, bon voilà, les chiens ne peuvent pas travailler tous les jours. Bon, c'est pas le cas chez nous, hein, ils ne travaillent pas tous les jours, mais si parmi vous, certains auraient l'idée de travailler tous les jours, bon, ce sont des éponges à émotions, c'est noté comme ça veut dire qu'en fait, les chiens, ils absorbent tout. Donc après chaque séance, à chaque rencontre avec une personne, en principe, je prends mon chien et on part et je vais le promener pendant une demi-heure. Voilà, pour qu'il décharge, il va se baigner, il va courir, voilà, parce qu'ils ont besoin de décharger immédiatement. Rentrer à la maison avec un chien gorgé d'émotions, ce ne serait pas pertinent ni pour lui ni pour nous. Et puis voilà, certains partenaires n'acceptent pas la présence des chiens, notamment on intervient par exemple en résidence habitat jeune, et là je suis en train de négocier pour venir faire les permanences avec mon chien, mais c'est pas facile. Voilà, c'est ce qu'on disait, il y a des résistances, hein, et puis pourquoi est-ce que ce chien, ça fait parler, pourquoi est-ce que ce chien aurait le droit alors que les résidents n'auraient pas le droit, enfin voilà, il y a tout ça à mettre au débat en fait avec les partenaires. Même si on leur dit, bon, alors souvent on dit que ce sont des chiens thérapeutiques, non, ce ne sont pas des chiens thérapeutiques, ce sont des chiens médiateurs. C'est nous qui sommes thérapeutiques, mais le chien, lui, il est juste médiateur. Il existe des qualifications pour les chiens, voilà, pour qu'ils puissent rentrer dans des endroits type cinéma, supermarché, dans des endroits où ils n'ont normalement pas d'autorisation pour entrer, mais là, bon, enfin, il faut leur faire passer un tas d'examens, d'éducation, etc. Bon, c'est pas du tout le cas de mes animaux. On peut avancer. Et je suis désolée, mais il va falloir qu'on clôture après parce qu'on a déjà pris un petit peu de retard. Ouais, je crois qu'après, c'est la dernière, voilà, c'est la dernière diapositive. Et juste pour terminer, c'est pour vous dire que voilà, donc vu la pertinence en fait et les retours qu'on a du travail en fait avec les chiens, donc c'est important de signifier donc que on a passé une convention partenariale avec la SPA de Perpignan il y a maintenant 6 mois, où on fait des groupes en fait, on construit des groupes de personnes, de patients, et donc on va passer une après-midi à la SPA. Et ces personnes-là, en fait, prennent en soin les chiens ou les biquettes, parce qu'il y a des biquettes,
ou les cochons, etc. et entretiennent les locaux, etc. Et c'est vraiment un super partenariat, ça se passe très très bien. Les gens sont toujours ravis de participer, de revenir. Parce que la présence du chien, c'est toujours un moment, enfin, avec les animaux, c'est toujours un moment qui évoque en fait l'enfance. Ah ben moi quand j'étais petit, ma mère elle avait un chien, mon père il avait tel animal, là, chez moi il y avait des poules, là, chez moi. Et donc c'est toujours un moment qui leur fait du bien. Voilà, aussi quelque chose d'autre, on travaille avec, il y a une équithérapeute en fait à l'hôpital, qui est aussi éducatrice sportive, et donc on utilise aussi l'équithérapie donc pour les patients qu'on accompagne. Ça nous est arrivé déjà 2 fois, donc et c'est vraiment, enfin, ça a des effets vraiment magiques sur les personnes, mais ça peut être très très fort d'émotion et c'est difficile à reprendre parfois quand c'est vraiment très très fort. Et comme voilà, on n'est pas en obligation de soins, et comme les personnes on les voit pas, souvent quand c'est très très fort en émotion et que ça a secoué beaucoup la personne, ben, finalement elle ne veut pas revenir parce que ça a été trop intense, que bon, on n'a pas su en fait, ou on n'a pas pu en reparler ensuite. Et donc, au final, la personne, elle revient pas. Mais en tout cas, voilà, on a cette possibilité-là, en tout cas, de faire de l'équithérapie. Et puis, la dernière chose, c'est le Zoom. Ça, c'est un projet qu'on a monté avec des collègues, en fait, alors c'est encore en cours, hein, mais là, ça y est, on a un rendez-vous avec la direction. En fait, l'idée, c'est de permettre un refuge à l'intérieur donc de l'hôpital, dans le parc de l'hôpital, pour un refuge pour les animaux des patients. C'est-à-dire qu'on a constaté que hospitaliser des personnes qui ont des animaux, c'est très compliqué puisqu'elles ont des inquiétudes pour leurs animaux et souvent, donc elles sont dans un refus de soins et d'hospitalisation. Et donc ça part en hospitalisation, du coup elles sont plus libres de leur hospitalisation, ça part sous contrainte. Et donc là, avec mes collègues, on a monté ce projet-là qui permet en fait d'ouvrir un refuge pour les animaux des patients, pour qu'elles aient moins d'anxiété voilà, à l'hospitalisation. Voilà, je crois que c'était la dernière diapo. Oui. Voilà, c'est ça, tout à fait. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous propose, on va passer les autres et puis après on laissera un temps d'échange si les collègues ont des questions à vous poser. Mais merci en tout cas pour ce partage. Et je vais récupérer. Alors j'ai bien reçu les autres supports. Merci beaucoup. Hop. Alors. Juste que je l'ouvre. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Oui, ça Bien. passe. Ah oui, c'est un petit peu particulier le. Ah, on va mettre comme ça. Parfait. Docteur Monfardini, je vous laisse la parole. Merci de l'invitation. J'espère que je ne vais pas trop vous endormir, parce que ma présentation est bien moins ludique que celle-là. J'ai le plaisir de vous présenter un petit projet que nous menons, donc un PACA, qui consiste, donc on l'a appelé PACA Psyprec. C'est une étude préliminaire multicentrique menée par 3 équipes mobiles psychiatrie précarité de la région PACA, de Marseille, Avignon et Gap. Et l'objectif est donc d'étudier les parcours des soins d'hébergement des personnes sans domicile fixe atteintes de troubles psychiatriques pour améliorer leur prise en charge. Si vous pouvez passer la diapo. Tout d'abord, je voulais juste dire un mot sur l'équipe mobile psychiatrie précarité où je travaille, donc l'équipe Mars, l'équipe mobile de l'assistance publique au hôpitaux de Marseille, qui est une équipe mobile qui est psychiatrie précarité qui est assez ancienne, qui est née plus comme un mouvement associatif des médecins du monde et qui par la suite a été intégré dans l'hôpital. Je voulais juste dire que parmi les particularités de cette équipe, comme d'autres MPP en France qui
qui propose une approche globale avec un grand pool d'assistants sociaux et des pratiques d'aller vers, notamment en rue, donc des maraudes auprès des personnes qui vivent en rue. Donc, plutôt des ethos 1 et 2. On a la chance d'embaucher donc des travailleurs pairs et des chercheurs qui font donc partie de l'équipe. Donc, on peut porter ou en tout cas participer à des projets de recherche grâce à des liens avec des laboratoires, notamment en santé publique, et deux chercheurs qui travaillent vraiment au sein de l'équipe embauchée par l'hôpital. Si vous pouvez passer la diapo. Donc, les projets que je vais vous présenter aujourd'hui, donc, il a été conçu au sein d'un groupe de thématiques santé mentale et précarité, au sein d'une fédération régionale de recherche, la fédération Psynovia. Donc, c'est la fédération régionale des recherches en santé mentale et en psychiatrie de la région PACA, qui est donc un groupement de coopération sociale et médico-sociale qui a été créé à la suite donc, de l'instruction des GOS de 2023 relative au soutien de la structuration de l'animation territoriale de la recherche en psychiatrie et en santé mentale. Et donc, au sein de cette fédération, il y a des groupes thématiques qui s'occupent des thématiques un peu différentes. Et dans les contextes de ces rencontres, nous avons pu donc élaborer ces projets au sein de réunions qui nous ont donc permis de réunir un peu des acteurs à niveau régional qui travaillent dans les contextes justement de la santé mentale et de la précarité. Si vous pouvez passer, voilà. Donc, venons un peu au contexte scientifique. Donc, la littérature internationale montre que les personnes sans domicile fixe présentent donc une prévalence très élevée des troubles psychiatriques, environ 75% en vie entière, selon une méta-analyse qui est très récente, contre les 29% en population générale. Et à niveau national, l'étude Samantha, qui a été menée en Île-de-France, a révélé que près d'un tiers des personnes sans logement personnel présentent un trouble psychiatrique sévère, donc notamment schizophrénie et troubles bipolaires. Donc, les personnes donc, qui cumulent les difficultés psychiques et la grande précarité accèdent donc difficilement aux soins, comme on le sait très bien, et aussi aux dispositifs sociaux. Ils sont souvent stigmatisés, donc ils souffrent de cette double stigmatisation liée aux troubles psychiques et à la très grande précarité. Et comme nous le savons tous, donc, dans ces contextes, l'HAS a publié récemment des recommandations de bonnes pratiques cliniques, grande précarité et troubles psychiques, qui soulignent notamment la nécessité donc, de mieux évaluer les besoins des personnes en grande précarité présentant des troubles psychiques pour notamment mettre en place des réponses adaptées institutionnelles. Malgré cela, donc, il y a très peu de données en France. Les données sont rares, voire inexistantes, et il n'existe aucune étude multicentrique longitudinale, en tout cas, qui est centrée sur les personnes suivies par les EMPP, qui, comme on le sait bien, jouent un peu un rôle central dans la prise en charge de ces populations et qui sont donc un excellent observatoire pour étudier leurs besoins réels. Pendant la pandémie, ici à Marseille, nous avons mené une étude, l'étude Covid Homeless, qui a mis d'une part en évidence les difficultés d'accès aux soins et aux dispositifs de prévention de ces populations, et qui a donc souligné donc, la pertinence, donc, qui nous a montré la pertinence d'approfondir les analyses hors contexte exceptionnel donc, des pandémies, parce que ça serait un bon moyen donc, d'éclairer les politiques publiques et les pratiques de terrain sur les longs termes. Donc voilà, c'est juste donc l'EMPP, un observatoire unique, c'est-à-dire les EMPP, comme on le sait bien, occupent donc une place centrale dans la prise en charge de ces publics. Ils ont été décrits dans la littérature comme difficiles à atteindre, non seulement pour l'accès aux soins, mais aussi pour la description donc, dans un but d'étude et d'évaluation des besoins. Donc,
Donc, nous sommes donc en position privilégiée pour étudier les parcours des soins et d'hébergement ces populations. Donc, l'objectif donc, de notre projet est de décrire donc, les trajectoires de santé mentale, d'accès aux soins et d'hébergement chez les personnes sans domicile présentant des troubles psychiatriques, suivies donc, dans 3 EMPP de la région PACA. Pour les moments, je vous rappelle, c'est une étude de pilote pour l'instant. Et donc, nous avons, au sein de ces groupes de travail que nous avons menés, sélectionné 3 EMPP qui étaient partantes pour participer à ces projets. Il s'agit donc, à notre connaissance, de la première étude un peu multicentrique française menée dans les EMPP avec une méthodologie mixte. Ça veut dire que je peux passer. Ça veut dire que nous prévoyons, donc nous envisageons donc un volet quantitatif et un volet qualitatif de cette étude, donc une approche qu'on appelle mixte, méthodologie de la recherche. Donc les quantitatifs, donc serait une étude de cohorte prospective observationnelle avec un suivi longitudinal de 12 mois pour caractériser d'une façon fine la population qui nous intéresse et donc les caractérisations donc socio-cliniques, les trajectoires des soins d'hébergement. Et les volets qualitatifs seraient plus, ça consisterait en un entretien narratif semi-directif avec un but plutôt de comprendre les vécus, les obstacles invisibles, la stigmatisation des personnes que nous accompagnons et les ruptures dans les dispositifs pour une compréhension plus fine des aspects qualitatifs donc, de ces suivis, de ces accompagnements. Nous avons donc aussi dans les groupes de travail que nous avons menés, donc la question du psychotraumatisme des personnes vivant notamment à la rue est ressortie très, très, très vite dans la discussion. Donc nous prévoyons donc aussi d'évaluer donc de façon systématique les questions en lien avec les psychotraumatismes complexes, qui est un élément qui est encore peu étudié en France, alors qu'il est extrêmement fréquent dans cette population et pour lesquels il existe un nouveau questionnaire depuis peu qui est adapté. Voilà. Donc, voilà, pour l'instant, donc cette étude, donc nous avons écrit les protocoles et nous attendons donc les résultats du financement pour savoir qui viendra cet après-midi d'ailleurs, parce que nous avons donc présenté les projets à un appel d'offres de la fédération Psynovia. Donc nous avons formulé plusieurs objectifs et ce qui est un peu un travail un peu périlleux parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent dans les discussions et on avait aussi des travailleurs pairs dans les groupes et nous avons mené un peu donc cette enquête pour essayer de cibler un peu les choses les plus intéressantes dans un travail qui est un peu grand. Donc l'objectif principal donc, est de décrire, comme je l'ai dit, les trajectoires de santé mentale, d'accès aux soins, à l'hébergement chez les personnes SDF présentant des troubles psychiatriques suivis par les EMPP et comme donc objectif secondaire, donc estimer la prévalence du PTSD complexe dans cette population, ce qui n'est pas pour l'instant pas fait. Identifier donc les facteurs associés à l'accès ou au non-recours aux soins et à l'hébergement. Explorer donc les rôles modérateurs du soutien social perçu, qui est quelque chose qui est très important, qui est ressorti aussi dans nos discussions assez régulièrement comme un facteur qui pourrait vraiment faire la différence dans nos prises en charge. Comprendre les vécus subjectifs des personnes par une approche narrative, donc plutôt les volets qualitatifs. Explorer l'appréciation des différents dispositifs des soins, d'hébergement et des modes de prise en charge. Et aussi faire émerger des déterminants qui sont un peu invisibles, comme la stigmatisation, la violence institutionnelle, etc. Et d'un point de vue méthodologique aussi, cette étude pilote que nous espérons sera financée pourra aussi nous éclairer sur les aspects plus pratiques et comment potentiellement élargir donc, cette étude à d'autres MPP ou en tout cas et potentiellement aussi ailleurs qu'en PACA.
Donc voilà, donc pour ces objectifs, donc nous avons sélectionné des critères de jugement. Si vous voulez passer, parce que je ne veux pas m'éterniser là-dessus, et avec des échelles principalement que nous sommes en train donc d'évaluer plus précisément. Et concernant l'impact, donc au-delà de l'impact scientifique donc, et clinique aussi, pour une meilleure caractérisation des besoins des personnes que nous accompagnons, l'impact que nous espérons avoir est aussi organisationnel, c'est-à-dire de mener une réflexion autour des pistes d'amélioration des pratiques cliniques et de l'organisation des soins de la région PACA concernant l'accès aux soins de ces personnes en situation de très grande précarité, et aussi de proposer par la suite potentiellement des modèles de prise en charge qui soient généralisables dans d'autres régions. En sachant que, par exemple, nous sommes 3 MPP qui avons des particularités parce que enfin, nous, à Marseille, on est auprès du public, enfin, c'est une population qui est très urbaine et avec des particularités, avec énormément de plusieurs milliers de personnes à la rue chaque année, 16 000 selon les derniers recensements, donc une population très différente de celle qu'on peut voir à Gap et aussi à Avignon. Donc, on espère avoir une réflexion un peu multisécentrique sur les prises en charge et sur les besoins des populations qu'on utilise. Et donc voilà, donc c'est comme je vous ai dit, une étude tout à fait pilote pour l'instant. Donc je suis heureuse de vous la présenter, mais je serai plus heureuse de présenter les résultats un jour. Et nous espérons proposer donc une extension régionale et puis une nationale, peut-être un jour qu'on arrivera à créer une cohorte sur le parcours des personnes en grande précarité avec les troubles psychiques. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation et on espère que vous aurez des retours positifs Oui, voilà, pour le financement de l'étude. J'ai su ce matin que c'est cet après-midi qu'on voit la réponse. Donc, On suivra avec attention les résultats. merci. Merci beaucoup et je vous propose qu'on passe à la dernière présentation. Je vais juste ouvrir le support. Alors. Normalement, c'est bon. Merci. Est-ce que vous... Bonjour à tous. Ouais, alors nous, c'est bon chez nous. Parfait. Bah, allez-y. Donc, merci pour nous avoir conviés à ce webinaire pour vous présenter nos différents groupes thérapeutiques alors à orientation transculturelle. On a vraiment axé au départ nos groupes sur la problématique du public migrant. On va vous expliquer un petit peu le processus de réflexion qui a amené à la mise en place de ces différents groupes et puis les bénéfices qu'on en a obtenus. Slide suivant. Oui. Alors, notre plan, ce sera de vous présenter déjà un état des lieux. Alors, on a identifié les besoins en lien avec des rapports d'activité. On aurait bien aimé aussi tenter de réaliser une étude longitudinale. Je pense que c'est très pertinent, l'intervention aussi précédente. Donc, en fait, identifier les besoins pour adapter, en lien avec les spécificités cliniques, l'offre de soins pour mieux répondre aux besoins. Et on va faire un retour d'expérience sur les impacts positifs et les limites de ces interventions. Et puis après, on passera la parole à un des animateurs du groupe. Slide suivante, merci. Donc, tout d'abord, état des lieux et des besoins. On est parti d'un triple constat. Tout d'abord, une tendance à la saturation de notre dispositif de soins. D'autre part, une clinique spécifique liée à la migration, limitant l'efficience des suivis individuels. Et enfin, un sentiment d'impuissance de l'équipe soignante qui avait besoin de se réinventer un petit peu et de trouver des pistes d'amélioration des pratiques pour prendre en charge ce public. Alors, l'évolution de notre file active au cours de plusieurs années, donc c'est en lien avec beaucoup de MPP, j'imagine, donc une forte évolution autour des années 2015.
jusqu'à plutôt une stabilité depuis 2018, hein, même si c'est un peu variable. Mais en tout cas, voilà, sur un suivi de 793 patients aujourd'hui, accompagnés par le MPP et la PAS, hein, nous sommes cumulés avec une file active. Donc voilà, stable, un taux de renouvellement qui est quand même assez important en ce qui concerne le MPP et la PAS. Mais ce qui est identifié aussi de façon continue, c'est l'augmentation du nombre d'actes, ce qui identifie aussi les besoins toujours plus importants pour les personnes que nous accompagnons. Et donc cette part importante qui là aussi est plutôt stable de personnes en situation de migration autour de 80%. Alors, sachant que moi, quand j'ai commencé sur le MPP en 2010, on n'avait pas du tout ou très très peu de patients issus de la migration. C'était vraiment à la marge et que cette tendance a complètement changé en 15 ans. Donc, les limites de l'accompagnement individuel pour ce public que nous avons identifié, c'est tout d'abord une incapacité psychique à l'autonarration du fait de l'envahissement du vécu traumatique avec des patients qui sont souvent très dissociés et qui ont du mal, du coup, à verbaliser en entretien individuel, en tête-à-tête. L'expression symptomatique également, hein, avec toute cette notion de la psychiatrie transculturelle et de la définition différente des symptômes, avec beaucoup de plaintes somatoformes, constituant souvent la principale modalité d'expression de la souffrance, et qui est du coup un frein à la verbalisation des émotions, des ressentis. La réponse thérapeutique très partielle des traitements psychotropes sur ces problématiques, un contexte social et administratif qui est intriqué avec l'état de santé psychique aussi de nos patients. Enfin, une triple stigmatisation avec les cumuls des facteurs de marginalisation, précarité, migration et troubles psychiatriques. Une insécurité existentielle avec un sentiment d'objectalisation et de perte de dignité personnelle qui est en lien avec tout ce parcours de demande d'asile. Et enfin, l'expression transculturelle de la pathologie qui est peu, voire non prise en compte dans les approches individuelles classiques. Donc, ces éléments cliniques, couplés au suivi et aux multiples vulnérabilités, mettent à l'épreuve effectivement l'accompagnement soignant, avec parfois des vécus d'impuissance, notamment liés avec un épuisement face aux complexités multiples des situations rencontrées, une relation de soins très exigeante, des rôles multiples, hein, où des fois l'infirmier doit être travailleur social, psychologue, ou le psychologue doit être travailleur social, infirmier, et ainsi de suite, pour le médecin aussi. Un surcharge émotionnelle, hein, avec des vécus difficiles, voire des vécus traumatiques, une fatigue aussi associée, un sentiment d'inefficacité parfois, hein, face aux obstacles multiples qui ne dépendent pas forcément de nous, des soignants se sentant impuissants pour agir efficacement et du coup des valeurs professionnelles et éthiques, hein, qui sont parfois mises à mal dans nos suivis. C'est aussi des accompagnements, des suivis individuels, hein, donc des fois parfois isolés dans ces accompagnements et des impacts professionnels, émotionnels, culturels dans ces suivis. Donc, pardon. Donc effectivement, au total, c'est de multiples impacts à plusieurs niveaux, en raison des améliorations cliniques limitées au fil du temps, hein. On est face à une symptomatologie souvent qui est chronique, qui du fait des conditions de vie peut en tout cas persister, voire s'aggraver. Chronicité des troubles, donc effectivement, et notamment des troubles au niveau de la symptomatologie traumatique. Des professionnels qui sont pivots essentiels dans ces suivis, que ce soit au sein d'une équipe EMPP, mais aussi au-delà, hein, que ce soit secteur sanitaire, médico-social et social. Et la nécessité, avec cette file active variée, avec des profils très différents, de répondre à tous les besoins et à toutes les demandes. Donc cela, ça conduit l'équipe à repenser notre approche, à diversifier nos modalités thérapeutiques, à évoluer pour répondre à l'ensemble, c'est-à-dire développer des espaces thérapeutiques groupaux, médiatisés et d'approche transculturelle en l'occurrence. Alors, on va évoquer un peu rapidement, parce que je pense que vous connaissez ces éléments, la présentation clinique spécifique de ce public migrant en situation de précarité.
Donc, tout d'abord, la typologie de la population avec une évolution des diagnostics au sein de notre MPP qui met en évidence la forte représentation de la population issue de la migration contrainte avec une prévalence du TSPT complexe et de ses comorbidités, alors qu'auparavant, ce qu'on retrouvait le plus, c'était vraiment des troubles psychotiques et des conduites addictives. Donc, on voit réellement une évolution des diagnostics en lien avec la modification de la population et les diagnostics associés qui mettent en évidence les vulnérabilités en lien avec la précarité de cette population. Ces données montrent une activité soutenue, une population durablement fragile requérant une intensification des besoins avec souvent un nombre d'actes par patient assez important. Ceci interroge le potentiel du suivi individuel à répondre seul à ces enjeux. Donc, une slide sur le trouble de stress post-traumatique que vous connaissez, mais l'idée, c'est d'aborder un petit peu les spécificités pour les publics que nous rencontrons. Donc, bon, petit rappel, voilà, c'est les critères DSM, hein, en tout cas avec la triade reviviscence, évitement, hyperactivation. Peut-être ce qui fait un peu, ce qui est spécifique pour les personnes que nous rencontrons, c'est le trouble de stress post-traumatique complexe qui a été identifié aussi à l'intervention précédente. Donc avec une symptomatologie beaucoup plus complexe, des manifestations dissociatives, des dysrégulations des émotions, conception de soi et des perturbations relationnelles, avec des comorbidités associées et sur tous les plans, hein, que ce soit aussi psychique, mais pas uniquement, c'est aussi des conduites addictives pour compenser une symptomatologie traumatique, pour aussi des troubles du comportement qui peuvent être présents, mais aussi des pathologies somatiques qui s'aggravent et se chronicisent. Donc, en fait, c'est pour dire que, en tout cas, c'est une vision globale. Et ce TSPT complexe qui ne concerne pas uniquement les personnes en situation de migration, il concerne aussi l'ensemble de notre file active qui est concernée par des conditions de vie excessivement difficiles, par les expositions à de nouveaux événements traumatiques. Donc, le traumatisme de l'exilé, lui, va se caractériser par ce qu'on a appelé une hémorragie identitaire, c'est-à-dire que le départ du pays d'origine va avoir été précipité. C'était une fuite forcée de par l'insécurité et donc qui n'a pas été mentalisée au préalable, pas préparée. On part dans l'urgence. Du fait, il va être à l'origine de deuils difficiles, voire impossibles, et avec comme facteur aggravant très souvent de la famille restée au pays qui est susceptible de faire les frais aussi de ce départ et être prise un petit peu en otage pour faire pression sur la personne qui est partie. Un déracinement identitaire avec une perte du sentiment d'appartenance à un groupe qui nous définit en partie, que ce soit le pays d'origine, l'ethnie, la langue, les rites, les coutumes. Donc tout ça va disparaître finalement dans ce processus de migration dans l'urgence et va se rajouter à cela des traumatismes en lien avec la précarité de leur situation encore à l'arrivée en France avec un sentiment de perte de soi. Une désidéalisation également du mythe de la France terre d'accueil avec souvent la xénophobie, des migrants qui sont stigmatisés avec une impossibilité du coup de se créer un nouveau sentiment d'appartenance dans ce pays où on arrive, qu'il soit sociétal ou culturel. L'absence de reconnaissance du statut de victime en cas de demande d'asile va aboutir à une situation qui peut être complètement figée avec l'impossibilité de rester en France et l'impossibilité de rentrer au pays. Et du coup, la personne se retrouve dans un espèce de no man's land sans aucune possibilité d'accueil. D'où un sentiment d'errance identitaire avec plus de chez soi et des gens qui ont l'impression d'être des rebuts de la société. Donc, en fait, cette composante sociale de la souffrance psychique, effectivement, l'arrivée en terre d'accueil pour les personnes en situation de migration et même pour l'ensemble, encore une fois, de la file active des personnes suivies, effectivement, les conséquences. L'état de santé ne concerne pas uniquement le secteur sanitaire. Si on veut prendre soin, si on veut essayer de stabiliser, voire améliorer l'état de santé, ça ne dépend pas que de nous. Ça implique de collaborer. Je pense que tous les MPP le savent. Les conditions entre précarité, instabilité et déshumanisation. C'est des conditions d'hébergement précaires, alors entre alternance rue, hébergement et hébergement qui changent. Ça renforce les traumatismes antérieurs, ça génère un sentiment de déshumanisation, une instabilité sociale chronique. Donc voilà, encore une fois, c'est l'incertitude sur la démarche d'asile, c'est l'impossibilité de se projeter dans l'avenir. C'est un frein à la réparation psychique et l'investissement dans une démarche psychothérapeutique classique. On est forcément perturbé par le quotidien et les enjeux et les besoins immédiats.
Donc, c'est des démarches administratives, voilà, déshumanisantes, suspicion systématique, nécessité de prouver, qui impactent le soin. La parole du demandeur est mise en doute, avec une absence de reconnaissance du statut de victime en cas de rejet. Donc, c'est une insécurité sociale Si tu as 2 permanente mois de et qui... préavis. Excusez-moi, il y a des micros qui sont ouverts, si vous pouvez bien penser à les fermer. Merci beaucoup. Allez-y. Donc, tout ça, voilà, pas de préavis. En tout cas, tout ça contribue à la chronicité et aggravation du trouble. Du coup, nous avons essayé de travailler à des réponses thérapeutiques spécifiques, ajustées aux besoins particuliers de ce public. Donc, alors l'idée d'envisager cette thérapie groupale, mais cette thérapie, c'est un peu comme les suivis individuels et toute la conception du soin au sein d'un EMPP. Il y a des critères essentiels aussi dans cette vision-là et dans cette posture à adopter, c'est-à-dire cette accessibilité inconditionnelle au vu des vulnérabilités des personnes qu'on suit, qui est indispensable. Une adhésion minimale aux règles d'organisation de ces activités groupales, un cadre temporel, effectivement, il y aura une régularité, il y aura des horaires à essayer de tenir, l'inconditionnalité au sein de ce groupe dans nos positionnements et non-jugement, mais aussi des participants, bien entendu, la confidentialité, le cadre sécurisé, la disponibilité, la souplesse. Il va falloir présenter quand même une certaine souplesse. La personne va avoir des difficultés à être régulière sur ces groupes, donc il faut l'accepter aussi. Prise en compte globale de la situation, la personne va amener forcément l'ensemble de ce qu'elle vit, donc on ne sera pas uniquement sur la santé, sur la symptomatologie. Ça fait partie, bien sûr, de la prise en soin du groupe, la transculturalité et la médiation, et la continuité et la fiabilité. Voilà. Donc tout ça dans le but de créer un havre d'accueil sans phare, discret, souple et fidèle, pour embrasser chaque destin dans sa globalité et sa diversité. Alors ensuite, on a décliné les valeurs thérapeutiques du groupe que nous avons pu constater sur les différentes prises en charge groupales que nous avons mises en place. Donc tout d'abord, la lutte contre l'isolement et le sentiment de honte, la restauration de la confiance en l'autre grâce à un soutien mutuel, l'apprentissage de nouveaux modes de relation, puisqu'on constate souvent que ces personnes polytraumatisées ont souvent un vécu persécutif qui peut créer une distorsion du lien à l'autre, la restauration du sentiment d'appartenance, la reconstruction identitaire, l'élaboration psychique et le soutien du processus de subjectivation et d'effet miroir. Ainsi, créer un espace contenant et sécurisant permet l'expression de l'indicible, ce que les entretiens individuels ne permettaient pas. Le groupe devient un lieu de réparation, de réassurance et de réhumanisation, particulièrement adapté aux personnes ayant vécu des ruptures et des traumas multiples. D'autre part, on va avoir une valeur thérapeutique de la médiation, un petit peu comme on l'a montré tout à l'heure avec le chien. Donc, c'est une alternative à la thérapie verbale qui est souvent méconnue et du coup, dont n'arrivent pas à se saisir ces personnes issues de la migration. Je pense notamment aux personnes originaires d'Afrique ou d'Afghanistan. Le contenant émotionnel est partagé. La mise en jeu des expériences traumatisantes est réalisée dans un espace sécurisant. On peut mobiliser le corps. Ça va permettre une reconstruction narcissique, un traitement progressif des souvenirs et une relation médiane qui est moins confrontante aux traumas multiples. La médiation thérapeutique crée ainsi un pont via un objet ou une activité. Elle convertit les tensions brutes en symboles libérateurs. Donc de là, nous avons décliné différents groupes avec différents médias. Donc, de manière concrète, on a débuté avec ce qu'on appelle le groupe parentalité. C'est un groupe où sont accueillis les parents et les enfants jusqu'à 3 ans pour aider aussi au lien qui est animé par une sage-femme ou psychologue et ou infirmier. Donc, en fait, l'idée, c'est de travailler sur le lien d'attachement, les préoccupations parentales et sa reconstruction. Après,
au vu des bienfaits qui étaient identifiés pour les personnes, eh ben, on a envisagé aussi un groupe de parole transculturel homme-femme, parce qu'on a identifié aussi les limites du suivi individuel, notamment pour les hommes qui étaient voilà, pas d'évolution forcément clinique avec cette chronicité qui est bien présente. Donc, l'idée de créer un autre espace pour ces personnes-là. Donc, le but, c'est un espace de débat d'idées, de relations d'égalité sur des questions de genre, la réaffirmation identitaire. Et ça a évolué encore sur d'autres idées d'activité groupale, les ateliers créatifs. Donc une collègue qui favorise l'intervention sociale, la lutte contre la stigmatisation, créativité, qui intervient sur des lieux en dehors de l'hôpital. Le groupe Photolangage aussi, pour travailler sur la symbolisation, les représentations, médiation visuelle. Un groupe médiathèque, qui est animé par une collègue aussi en extra, pour favoriser l'inclusion, les tiers-lieux et les bibliothèques vivantes. L'évolution, c'est de développer des groupes de psychoéducation, là aussi sur l'ensemble de la file active. Autour de la problématique du trauma notamment. Alors, les impacts positifs et limites que nous avons pu constater. Donc, tout d'abord, des impacts positifs pour les personnes accompagnées. Donc, c'est tout ce qui est valorisation du savoir expérientiel, le réinvestissement de compétences, la valorisation des compétences, puisque souvent, ils se sont sentis complètement dépourvus de leur propre existence avec un sentiment d'inutilité. De valoriser les compétences, c'est quelque chose d'extrêmement important pour pouvoir renarcissiser ces personnes. La rupture de l'isolement, la facilitation de l'expression émotionnelle, la transmission culturelle, des relations personnelles améliorées, l'expression d'affects positifs, une redéfinition de soi dans ce cadre de la migration et une amélioration de la confiance en soi et en l'autre également. Donc pour les professionnels aussi, c'est en tout cas une relation moins asymétrique. Ça permet un partage d'expériences positives lors de ces groupes, pas uniquement interroger ce qui est difficile, ce qui est dur, au-delà du statut de victime, de personnes en situation de migration, de personnes précaires. Donc c'est un regard différent sur les personnes. C'est aussi prévenir les risques psychosociaux chez les professionnels, de remise en sens de la fonction soignante, c'est au-delà, voilà, sentiment d'efficacité dans un autre espace, dans une prise en soin aussi collaborative, pluridisciplinaire, et voilà, diminution de la charge cognitive sur un suivi individuel. Du coup, on a des collègues aussi qui sont associés dans cette prise en soin. Évolution de nos propres présentations qu'on pourrait avoir, quand ils nous expriment des choses différentes, et voilà, on les voit aussi différemment. Ils s'expriment avec leur savoir, leur connaissance, et qui nous apportent des regards différents. Cette vision holistique que ça nous amène aussi, de les voir dans un autre espace, effectivement, et cette transmission culturelle qui est mutuelle, et pas uniquement dans un sens, qui en tout cas valorise aussi, notamment pour les infirmiers, la valorisation du rôle propre. Pour terminer, on va vous évoquer les limites avant de passer la parole à Adrien qui va témoigner un petit peu de l'activité sur le groupe parentalité. Donc, au niveau des limites, l'instabilité de l'hébergement qui rend compliqué l'assiduité au groupe, la taille du groupe. Alors, il y a des fois, on a très peu de monde et il y a des fois, on a presque trop de monde. Donc, c'est un petit peu difficile de gérer la taille du groupe. Les barrières émotionnelles, l'instabilité clinique, la disponibilité, la barrière de la langue, la question des financements et la diversité des besoins individuels. Du coup, c'est ce qui nous a fait multiplier les médias pour adapter l'offre de soins aux besoins des plus nombreux. Ces limites ne remettent pas en cause la pertinence des groupes, mais invitent à poursuivre les réflexions et l'ajustement des modalités d'accueil et d'animation. Parce qu'effectivement, il y a donc, au niveau de l'allophonie, on se posait la question de la place de la paire-aidance dans la co-animation des groupes pour faciliter un petit peu l'accueil des personnes allophones au sein de ces groupes. Et du coup, on va terminer par le petit témoignage d'Adrien. Donc bonjour, je co-anime du coup le groupe parentalité depuis 2 ans et demi environ avec nos collègues psychologues et sages-femmes. Je vais simplement reformuler en quelques mots ce qui a été déjà bien abordé par nos collègues. Donc
Le groupe parentalité, vraiment, dans notre pratique, le groupe en général, il nous permet vraiment d'observer et d'accompagner des éléments qui sont moins ou pas perceptibles du coup en entretien individuel. Euh, Ça, je pense que c'est un petit peu général dans la mise en place des groupes thérapeutiques en généraux. Dans ce qui est plus du groupe parentalité, vraiment, on peut mettre en avant différents niveaux d'interaction. Et donc, la médiation qu'on utilise, c'est principalement l'aménagement de l'espace et de l'environnement en utilisant du coup la salle avec des tapis au sol. Et donc, c'est voilà, ce qu'on appelle un peu entre nos mots la clinique du tapis. Et donc, cet aménagement de l'espace, de l'environnement, permet vraiment par la parole, par les jeux, par les comportements, d'observer et d'accompagner ensuite donc, tous les éléments qu'on peut beaucoup moins voir en entretien individuel. On vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, je vais arrêter le partage. J'ai vu pas mal de messages passer. Je ne sais pas si il y avait des questions. En tout cas, donc là, il nous reste un gros quart d'heure. Si vous avez des questions à poser à l'ensemble des présentateurs d'aujourd'hui, que je remercie de nouveau. Est-ce qu'il y avait des questions dans le chat? Alors, je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. Alors, ma première question, donc, concernant la dernière présentation sur l'animation des groupes. Qui est en charge de cette animation? Alors, ça dépend les groupes. Je peux te demander de mettre la slide sur les groupes. Donc, sur le groupe parentalité, c'est un binôme qui organise le groupe chaque semaine, mais ce binôme est constitué de 3 personnes donc, qui vont se reléguer en fonction des semaines. Donc, on a une sage-femme, une infirmière, enfin un infirmier, c'est puisque c'est Adrien, et une psychologue qui co-animent ce groupe. Le groupe de parole femmes, c'est un binôme d'infirmiers. Au départ, quand on a monté le groupe, c'était une psychologue et un infirmier, mais du coup, ça a évolué. On est en train de remettre une psychologue dans la boucle. Donc, il y a notre IPA, une infirmière sur chaque groupe, et puis l'idée, c'est de remettre un petit peu de psycho dans l'animation. Les ateliers créatifs sont organisés par une de nos infirmières. Le groupe photolangage, c'est un binôme infirmière-psychologue. Le groupe médiathèque, c'est une des infirmières. Et sur le groupe psychoéducation, ce sera une psycho et une infirmière. Merci beaucoup. On avait d'autres questions pour vous, et notamment une qui concerne les langues. Et comment est-ce que vous arrivez à prendre en compte cette dimension? Est-ce qu'il y a des interprètes pendant les séances? Enfin, comment ça se passe? Alors, sur les groupes, c'est compliqué d'avoir des interprètes. Alors, sur le groupe parentalité, on essaie de ne pas trop gérer la question de la langue. Il y a eu des moments où il y avait des gens qui ne parlaient pas français qui étaient là, puisque l'idée, c'était quand même d'accueillir des enfants pour qui le lien parent-enfant était quand même bien impacté par la maladie. Donc, du coup, effectivement, via le jeu, on arrivait à résoudre un petit peu la problématique de la langue, même si ça reste un peu compliqué. Sur les autres groupes, effectivement, c'est surtout du public francophone, parfois parlant anglais et maîtrisant un petit peu le français. Et du coup, c'est un petit peu l'idée de la dernière slide, de pouvoir réintroduire de la paire et danse pour pouvoir faciliter un petit peu cette question de l'allophonie. Merci beaucoup. Oui, les ateliers créatifs, c'est pareil. Ouais, sur les ateliers créatifs, c'est toutes les langues qui sont. Enfin, il n'y a pas de critères de langue qui rentrent en compte, puisque le média permet quand même d'exprimer des choses au-delà du langage. Très bien, merci. Et il y avait une autre question donc, qui dit que tout dispositif à visée thérapeutique pose la question de l'évaluation continue et de la cohérence du parcours d'accompagnement. Comment vous organisez-vous pour cela? Alors, les patients qui sont pris en charge sur les groupes ont toujours un suivi individuel. Donc, effectivement, l'idée, c'est quand même d'évaluer cette évolution clinique au niveau individuel.
Et on a tout ce qui est rapport d'activité, puisqu'on a réussi à obtenir des financements spécifiques sur certains groupes. Et du coup, on nous demande régulièrement d'évaluer les dispositifs. Donc, on a des recueils d'activités spécifiques qui soient quantitatifs, donc sur le nombre de personnes accueillies, le nombre de séances, etc., mais également sur les apports qualitatifs qu'on peut constater au niveau de l'évolution clinique. Merci. Et alors, on avait quelques questions sur les autres présentations. Donc, concernant la première présentation sur la médiation animale, il y avait une question du docteur Mercuel sur comment est-ce que vous avez pu contourner les aspects administratifs, interdiction d'animaux en milieu hospitalier, assurance, etc. Et quelles sont les réglementations, assurances nécessaires pour pouvoir couvrir les risques du travail avec des animaux au sein d'un centre hospitalier? Vous m'entendez là? C'est bon? Oui. Alors, concernant en fait tout l'aspect administratif, on est plusieurs médiateurs animaux à l'hôpital, on est 4. Et donc, ce qui a été fait, c'est qu'on s'est monté en groupement. Alors, on voulait se monter en association, mais bon, ça n'a pas été accepté par l'hôpital. Donc, finalement, on s'est monté en groupement. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'on devienne en fait un secteur intersectoriel, en fait, qu'on puisse intervenir sur tous les secteurs. Alors, ce groupement, ça a permis en fait de monter tout l'aspect administratif. Donc, on a une qualification professionnelle, donc on a un statut, enfin, on a une fonction, donc il y a des infirmiers et moi je suis éduc. Mais ensuite, on a une qualification en plus qui est donnée, donc, dans mon cas, c'est par l'IFZ, l'Institut de formation en zoothérapie. Et puis, à côté de ça, on a monté un protocole avec l'hôpital et la direction des soins sur toute une forme de contrat, en fait, sur tout le protocole d'entretien du chien. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait les vaccins à jour, il faut qu'il y ait, en fait, qu'on lui brosse les dents, c'est ce que je disais tout à l'heure, tous les 3 mois, il faut qu'il soit propre, il faut qu'il soit brossé. Enfin, voilà, il y a tout ce protocole qui a été signé donc par la direction des soins et donc par les propriétaires des animaux. Et en plus, dans chaque service, on a rédigé en fait un projet en fait d'intervention. Moi, j'avais rédigé un projet d'intervention en EMPP. Bon, voilà, et donc tout ce dossier, en fait, il est à la direction des soins, ce qui nous permet d'être couverts, en fait, pour le moment. Ma question, effectivement, et la question de mes collègues, c'est quand on change de direction ou de directeur, voilà, est-ce que ça suit ou pas, ça, je ne saurais pas vous dire. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, sur mon pôle, par rapport à la mutualisation des savoirs et du savoir-faire, en fait, on mutualise donc, c'est-à-dire que je suis même intervenu donc en unité fermée pour des patients dans des unités fermées avec mon animal. Et voilà, donc un médiateur par pôle en fait permet d'ouvrir en fait à cette pratique-là. C'est pas forcé d'avoir des médiateurs dans chaque unité du moment qu'on accepte la mutualisation sur les pôles. En tout cas, c'est le cas dans notre pôle. Merci beaucoup pour votre réponse. Et on avait une question donc pour le docteur Monfardini. Le volet qualitatif de votre méthodologie s'appuie sur quel paradigme obédience? Alors, je suis plutôt sur le côté quantitatif, mais sinon, on avait des chercheurs aussi dans les groupes qui s'occupent de ça. En tout cas, ce sont des entretiens narratifs semi-directifs sur une partie des participants. Et les buts, donc, une analyse plutôt thématique inductive pour voir les récurrences, les thèmes un peu qui reviennent dans les récits. Et tout ça va être précisé après dans les protocoles. Mais c'est plutôt une analyse thématique inductive. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on a fait le tour? Je crois qu'on a fait le tour de celles qui étaient dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole?
Moi, j'aimerais demander, pardon, j'ai levé la main, ça n'a pas Allez-y, marché. allez-y. Oui, je voulais savoir pour les groupes thérapeutiques à destination des migrants, comment ils sont vraiment de façon très pratique, comment ils sont organisés, est-ce qu'il y a des horaires, etc. Parce qu'on sait que pour les personnes qui cumulent donc précarité, vécu de migration, troubles psychiques, l'effet de honorer des rendez-vous est un peu compliqué. Comment vous organisez? Est-ce que ce sont des plages horaires ouvertes où les personnes peuvent, où est-ce qu'il faut s'inscrire? Comment ça marche pratiquement pour qu'il y ait une bonne participation? Alors en pratique, on identifie en réunion pluridisciplinaire les patients qui peuvent être orientés sur tel ou tel groupe, après avoir obtenu leur accord, bien sûr. Le groupe parentalité, lui, se déroule tous les lundis après-midi, donc ils peuvent arriver, alors ils pouvaient arriver à l'heure qu'ils voulaient, sauf qu'il y en a qui arrivaient quand même très tard et qui étaient là un quart d'heure. Donc on a mis une heure de fin d'arrivée, donc ils peuvent arriver entre 14h et 14h30. Voilà, comme ça leur laisse le temps un petit peu d'arriver tranquillement. Les groupes de parole hommes et femmes, c'est les jeudis après-midi. Le groupe photolangage, c'est sur le vendredi après-midi. Les ateliers créatifs, c'est Wassila qui définit les dates et qui envoie des textos aux personnes concernées. Le groupe médiathèque, c'est pareil, c'est Sylvie qui organise. Souvent, on fait des rappels par SMS de toute façon avant les groupes pour leur rappeler le groupe et pour favoriser un peu l'assiduité parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est compliqué. Alors, Et c'est effectivement, dans j'ai vu passer une l'hôpital ou question. à l'extérieur? Pardon. C'est dans l'hôpital ou à l'extérieur, hein? C'est dans un lieu identifié? Alors, c'est dans notre service, en fait, qui est une petite maisonnette juste à côté de l'hôpital. Merci. Il y a certains groupes qui sont dans nos locaux et d'autres qui sont à l'extérieur. Mais effectivement, c'est poser la question par rapport aux spécificités cliniques et au parcours de chacun. Donc, c'est des groupes ouverts où justement, voilà, j'ai vu qu'il y a une question qui est passée en lien avec l'ETP. Ça peut pas être comme une organisation d'un groupe ETP, d'un groupe d'éducation thérapeutique du patient, où la personne doit être là du début jusqu'à la fin. On ne pourra pas avoir cette disponibilité des personnes qui ont trop de choses à gérer et associées aux troubles. Donc, il y a déjà cette évaluation clinique qui est faite par nos collègues dans les suivis individuels pour envisager cette orientation vers les groupes. Et après, il y a forcément une tolérance. Les personnes viennent quand elles peuvent. C'est des débats d'idées concernant les groupes de parole hommes-femmes. Et après, en tout cas, il faut tenir compte. Sinon, ce ne serait pas possible. On peut pas avoir cette rigidité-là. Sinon, on ne parvient pas à avoir les personnes. On les mettrait en difficulté en plus. Merci. Barbara? Oui, bonjour, merci beaucoup pour ces trois présentations. Je voudrais revenir sur la première, la médiation animale. Donc, on est tous des fans de Sony, les chiens qui n'écoutent rien. J'avais une question, quand vous parliez effectivement pour les migrants, notamment les migrants primo-arrivants, pour qui les chiens, culturellement et socialement, ce n'est pas forcément un objet thérapeutique. Et est-ce que vous avez pensé sur des autres animaux qui pourraient avoir un peu un objet transitionnel, thérapeutique, lié un peu au passé ou à la culture du public accueilli, autre que les chiens? Je pense à des ânes, des chèvres, enfin des autres types d'animaux. Genre, je sais pas si vous essayez de prendre la parole. En tout cas, on ne vous entend pas. Votre micro est fermé, Nicolas. Ah oui, je parlais tout seul, pardon. Bah. Vous m'entendez là? Ouais. Oui, très bien. Effectivement, concernant les chèvres, les ânes, là, ça, on peut le travailler. Enfin, c'est ce qui passe quand on va à la SPA. Donc, alors, on confectionne un groupe thérapeutique, nous aussi, quelque part, en tout cas, quand on va à la SPA. Et là, donc, c'est à la rencontre de tous les animaux qui sont à disposition. Donc, il y a des chèvres, il y a des moutons, il y a un cochon, il y a des chevaux, il y a des ânes, il y a des chiens, évidemment, et des chats. Et effectivement, on peut observer que chacun a sa préférence parce que chacun a son histoire qui est liée avec un animal.
concernant les migrants, alors oui, les chiens, ça reste compliqué. Les chevaux, c'est moins compliqué. Les chats aussi. Mais c'est quelque part, du fait même du chien, on peut parler des chats. Enfin, en fait, c'est juste un prétexte. Et donc, même si la personne n'a pas d'affinité ou si elle a peur des chiens, ça sera toujours l'occasion de parler d'un trauma, d'une histoire dans sa vie où elle a rencontré un chien et effectivement une mauvaise expérience. Donc, c'est toujours l'occasion de parler d'un trauma qu'elle a pu vivre et de voir qu'est-ce qui la rassure après et quel animal la rassure. Et donc, grâce à ça, on peut transférer sur un autre animal. Alors, moi, je pourrais venir avec une tortue parce que j'ai des tortues à la maison. Mais peu importe, en fait, ça marche, tout marche, quoi. Hein. Les chats, c'est un petit peu plus compliqué parce que le chat, il faut qu'il soit dispo, il faut qu'il soit là, il faut qu'il accepte aussi la présence. Mais bon, peu importe le support. Ça marche aussi avec les personnes qui n'ont pas d'affinité avec les chiens, mais qui n'en ont pas peur, mais qui n'ont pas d'affinité. Et je me souviens d'une personne aussi avec qui je travaillais et qui, elle, était plutôt complotiste, en fait, et qui n'avait aucune affinité avec ma chienne. Et donc, quand j'étais en entretien à son domicile et que la personne commençait en fait à s'emballer dans sa sphère complotiste et à déborder dans la conversation, j'utilisais le chien en fait pour lui dire « Ah ben tiens, regarde, tu vois, quand tu dis ça, regarde comment est-ce qu'elle agit ». Et donc, ça mettait une rupture en fait à la boucle et on pouvait reprendre sur le comportement du chien ou sur des mots qu'il avait utilisés et partir sur la définition des mots, etc., etc. et mettre une fin à cette boucle infernale du complotisme. Voilà, donc ça vient toujours trianguler en fait la conversation. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous propose... Juste un truc aussi par rapport au groupe thérapeutique. Alors nous, on fait, alors je ne sais pas si ça rentre dans le cadre du groupe thérapeutique, mais on fait des groupes aussi à l'EMPP, notamment je pense aux migrants, on fait du foot. Et donc l'équipe, l'hôpital en fait, les équipes sportives de l'hôpital organisent tous les jeudis matins des entraînements de foot, disons des petits matchs de foot, et à la fin de l'année, il y a un tournoi de foot. Je dis ça parce que l'année dernière, on a participé à ça, on a participé aux entraînements et on a fait le tournoi. Et donc, il y avait des personnes dans l'équipe de l'EMPP qui venaient d'horizons différents, avec des cultures différentes, avec des langues différentes, avec des parcours de vie complètement différents également. Et bien, figurez-vous qu'on a gagné le tournoi. Et ça a été l'occasion, en fait, aussi de signifier à ces personnes que la différence, en fait, que permettait aussi d'avancer et que ensemble on pouvait, ce qu'on dit, hein, ensemble on va toujours plus loin, mais que à tout ça il y avait une finalité, une bonne finalité, ça a laissé une super empreinte au sein de l'EMPP, les gens ont pu revenir. Et le foot, c'est un outil médiateur. Moi je suis pas du tout footballeur, mais le psychologue et moi-même nous participons, donc il y a aussi des membres de l'équipe qui participent à cet atelier-là. Et en fait, ça vient fédérer, c'est un sport international qui ne coûte absolument rien du tout et qui vient fédérer aussi de toutes les cultures et qui génère chez les personnes des souvenirs aussi du pays, des souvenirs d'enfance. Et là, dans ce cas-là, en plus, c'était gratifiant, donc c'était vraiment une super expérience, d'autant plus que ça finit par un repas, par une grillade, etc. Et c'est vraiment un super moment, quoi. Voilà. Merci beaucoup et bravo pour votre victoire. Je vous propose qu'on s'en arrête là. Vraiment, merci pour les présentations qui étaient très, très intéressantes et qui, j'espère, pourront donner des idées de projets aussi sur d'autres territoires. Et comme je le disais en début de réunion, on vous enverra les supports ainsi que l'enregistrement du webinaire. Et puis, on vous tient au courant pour les prochains webinaires de l'année. Et je vous souhaite une très bonne journée et un grand merci à toutes et tous. Au revoir, merci. Merci, Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.